Ça fait 12 ans et je crois que jusqu'à la fin, je me demanderai comment ça se fait que je suis restée 27 ans. Tu te sens coupable d'être victime. Tu te dis, mais c'est de ma faute en fait. T'es resté, t'as accepté, et puis de toute façon, tu mérites peut-être pas mieux. Donc te reconstruire, c'est aussi te dire que t'as le droit. Donc moi, je m'appelle Carole. Donc je suis une femme de 54 ans qui a 4 enfants, qui a 5 petits-enfants, qui a été maman très jeune, qui a rencontré son premier mari très jeune. Après un parcours d'enfance rempli de violence, d'alcoolisme chez les parents, de troubles psychiatriques, j'ai rencontré un homme qui, évidemment, je pense que ça allait ça correspondait à l'état dans lequel je me trouvais et comment le peu d'estime que j'avais de moi, de ce parcours d'enfance, qui fait que je suis tombée sur un homme maltraitant, qui m'a maltraitée pendant 27 ans et qui j'ai eu 4 enfants. Et j'ai réussi à sortir tant bien que mal. Voilà, donc ça fait 12 ans maintenant, comme tu me l'as rappelé. Alors, on va parler un petit peu de cette histoire et de comment tu as fait surtout pour te reconstruire après cette période de vie compliquée. Donc avant ça, avant de fuir et quitter ton domicile, c'était quoi ta vie à la fois professionnelle et personnelle? Quelle était ta vie si tu pouvais me la résumer? Pendant cette période-là, surtout maman au foyer, avec des périodes professionnelles, hein, ça permettait aussi de pouvoir m'échapper. C'était un des seuls moyens que j'avais de pouvoir m'échapper un petit peu de mon quotidien. Et les professions que tu occupais ponctuellement, c'était dans quel domaine? J'étais dans le prendre soin de l'autre. J'étais dans AMP, aide médico-psychologique. J'ai été animatrice auprès de personnes âgées. J'ai été monitrice éducatrice auprès de jeunes atteints d'autisme. J'ai été aide-soignante auprès d'adultes polyhandicapés, lourdement polyhandicapés. Voilà, c'était vraiment dans ces métiers-là, en fait. Donc, mais heureusement, je crois. Heureusement. Et est-ce que, au bout de 27 ans, tu as dit, de vie commune, est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose en particulier qui t'a fait te dire faut que je parte? Il y avait une situation sous pression au quotidien. Et un des derniers accidents de la vie que j'ai eu m'a rendue paraplégique. Et le fait d'être alitée et complètement dépendante, et là, il pouvait se passer n'importe quoi, j'étais pas en mesure de complètement pouvoir me défendre. Voilà, à enclencher la décision le jour où j'allais me battre pour pouvoir remarcher, et le jour où je remarcherais, je devais partir. Donc en parallèle, j'ai réglé plein de choses, et je me suis préparée au départ, qui s'est fait quelques semaines après que j'ai eu mon appareillage pour remarcher. Donc tu fuis ton domicile, et là qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? On est dans une société, alors on dit que ça s'est amélioré, mais je pense que c'est bien plus compliqué que juste d'avoir des meilleurs accueils en gendarmerie ou des lieux un peu plus adaptés. Je pense que c'est bien plus compliqué que ça pour une femme, pour une femme ou pour une personne victime de violence, parce que j'ai aussi rencontré des hommes qui avaient subi aussi des décennies de violence et qui étaient vraiment dans un état similaire, mais ça se dit moins. C'est plus compliqué que ça. Enfin, le fait est, c'est que la première fois que j'ai voulu porter plainte, donc j'étais encore relativement jeune, le gendarme dit bon, je suis pas sûre de ce que vous racontez, on va appeler votre mari pour voir si ce que vous dites est vrai. Donc déjà à l'époque, oui, c'était déjà comme ça. Il y a ce truc très patriarcal. Sûrement une entraide aussi masculine. Enfin, je sais pas, je n'irai pas juger, mais enfin. La seconde fois, comme il n'y avait pas de preuves, c'est passé à l'as, comme qui dirait. Hein, il n'y avait pas de preuves, donc il n'y avait pas de traces flagrantes. Je n'avais pas déposé plainte, je n'avais pas été à l'hôpital. Donc il n'y avait pas de... Super. Et la troisième fois, quand même, après avoir subi tout ce que j'avais subi, que j'arrive à re-rentrer dans une gendarmerie. Après la dernière violence physique qui m'afflige, le gendarme me dit « Oh là là, c'est dimanche, il n'y a pas beaucoup de monde, vous ne pouvez pas revenir un autre jour ?» Donc on est quand même dans une... Aujourd'hui, j'espère que c'est mieux entendu, mais il y a quand même ce truc de se dire, bon, allez, elle ne sait pas quoi faire de sa vie, elle va venir se plaindre et porter plainte pour violence. C'était comme si c'était une mode, en fait. Et du coup, aujourd'hui, ça s'est peut-être arrangé. Hein. Franchement, je ne vais pas le vérifier, je n'ai pas été vérifiée. En tout cas, je pense que les mœurs sont changées. J'espère qu'aujourd'hui on entend que, et même s'il y a une femme sur 100 qui simule parce qu'elle ne trouve pas le moyen de quitter un homme, eh bien en tout cas les 99 autres elles subissent vraiment des violences
et que c'est un exercice extrêmement difficile que de rentrer dans une gendarmerie pour porter plainte. Parce que vraiment, on s'appuie sur les forces de l'ordre et on sait que s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, qui peut vraiment nous permettre de nous extraire, nous soutenir, avoir cette force et qui peut faire peur à l'agresseur, c'est bien les forces de l'ordre. Je rebondis donc sur ta dernière réponse. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, ce genre d'accueil que te réservaient, on va dire, les forces de l'ordre, est-ce que tu penses que c'était dû à un manque de formation de leur part? Est-ce que c'était juste la bêtise humaine, la façon de penser à l'époque, qu'on prenait pas ça au sérieux, je sais pas. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi est-ce que on t'accueillait comme ça en disant qu'il y avait trop de monde, qu'on allait appeler ton mari pour vérifier C'est le fait que ça ne soit pas forcément pris au sérieux ou entendu par les forces de police, c'est que à l'époque où j'étais encore jeune, la génération de mes parents, c'était, tu pouvais coller une baffe à ta femme. C'était quelque chose de... Il y avait un... Oh, c'est bon, ouais, juste coller une baffe à sa femme. Il y avait quelque chose quand même il y a quelque chose qui a évolué. Il y avait toute une culture à avoir. Les femmes ont dû se battre pour affirmer qu'en fait, elles n'en voulaient pas de cette claque. C'est que c'était pas normal qu'il y en ait. Tu vois, c'est tout un combat sociétal qui s'est fait, je pense. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus compliqué que le premier accueil en gendarmerie. Et est-ce que tu as fini par réussir à porter plainte en bonne et due forme ? Ah oui, je l'ai fait pour plusieurs raisons, mais vraiment, je l'ai fait et ça a été mené et ça a été un long combat parce que il a fallu que je vive 1 an à la rue pour être en sécurité. J'ai sombré dans le mutisme, donc je ne parlais absolument plus, au point que quand j'ai recommencé à parler, ma mâchoire se bloquait, donc j'ai dû avoir une rééducation. Je ne prenais plus aucun traitement, donc je l'ai su après, une fois que je suis entrée dans le centre d'hébergement, CHRS, que j'avais refait un début d'embolie pulmonaire et une phlébite durant ce moment, parce que j'avais plus de traitement anticoagulant. Et donc physiquement, c'était vraiment... alors là, ça paraît pas, mais j'étais vraiment très très maigre. Parce que, voilà, j'avais pas, je le dis dans mon ouvrage, j'ai sombré dans ce que j'appelle le syndrome du duvet profond et j'avais pas forcément envie de mourir, mais t'es dans un faux état de bien-être et mentalement, ben voilà, c'était exactement ça. C'était une coupure mentale, une coupure mentale. À l'époque, il n'y avait pas d'association, ou peut-être que tu n'avais pas demandé, qui pouvait... je sais pas moi, t'accueillir. Il n'y avait rien qui était mis en place pour ce genre de situation ? Déjà, quand il y a une femme lambda, quand il y a une mère lambda qui quitte son domicile, t'es pas au courant de tout ça. T'es pas au courant que tu peux appeler des services pour avoir un hébergement d'urgence. Tu connais pas tout ça en fait. C'est pas t'es pas acculturé à ça puisque t'as jamais été confronté. Et il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des publicités avec des numéros de téléphone. Vous êtes victime de violence, appelez ce numéro-là. Aujourd'hui, des choses ont changé et c'est possible d'être informé dessus, mais pas à mon époque à moi. Et lorsque je me suis retrouvée confrontée, en fait, c'était une dure réalité parce que et c'est complètement incohérent, c'était complètement illogique. C'est-à-dire que si je voulais avoir un abri, 48 heures après, la partie adverse était informée de mon adresse. Alors qu'il y avait eu déjà tentative, agression sur moi. Donc, c'était complètement dit mais c'est pas possible en fait, je ne peux pas faire ça. En fait, vous lui donnez les clés, vous avez juste à lui donner les clés en fait du logement et puis il a juste à m'attendre dehors, il sait où je suis quoi. Et donc j'ai mis 1 an, j'ai sombré très très profondément, ça a été un parcours de vie très 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 difficile. Et j'ai fini par trouver une association qui avait donc des bureaux avec une adresse et des logements en sécurité sans adresse à plusieurs kilomètres. Ce qui fait, c'est que pendant tout ce temps où tu es hébergé, en fait, tu n'as pas d'adresse. La seule adresse que la partie adverse a, c'est l'adresse de l'association. Donc, il a beau s'y rendre, en fait, il ne m'y verra pas, puisque c'est pas du tout un lieu où on se rend. On est en sécurité dans nos logements indépendants. Et avant de revenir sur cette association, par rapport à tes 4 enfants, comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Mes 4 enfants ont vécu ça, hein, puisqu'ils ont subi aussi des violences. Donc ils ont subi, ils l'ont vu. Ils m'ont vu cette période de crise où j'étais handicapée à la maison était vraiment une horreur pour tout le monde. Hein,
Et ils m'en ont voulu au début, parce qu'ils ne comprenaient pas comment ça se fait que j'étais partie vivre dans la rue, dans ma voiture au début, jusqu'à temps qu'ils me la détruisent. Mais du coup, il y avait une incompréhension. Et ce travail-là, je l'ai refait après. Il y avait vraiment 2 choses à faire. C'était le divorce et à côté la plainte pour violence qui devait aboutir cette fois-ci. Alors je te dis ça comme ça, mais surtout, c'est tomber sur un bon avocat qui va se battre pour toi. Parce que tu n'as pas l'énergie, tu as la peur. Tu te dis, il va y avoir les rendez-vous, il va y avoir... mais il y a encore un contact, quoi. Même si tu refuses tout, tu refuses la pension, tu refuses rien, pas un argent, pas un papier, rien. J'avais tout perdu. Sauf mes papiers administratifs que j'avais pu récupérer avant de partir. Tu veux rien, en fait, parce que tu veux pas de lien, tu veux pas de risque, qui t'en veuillent encore et qui sont encore aigris après toi, quoi. Enfin bon. Et malgré ça, ça a mis un temps fou. Et donc, cette association, donc tu as commencé à m'en parler, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est présenté à toi, comment c'est rentré dans ta vie, et en quoi est-ce qu'elle t'a aidé, cette association ? La dernière plainte pour violence, la dernière, elle a eu lieu, j'étais partie me faire héberger chez un membre de la famille, qui était déjà un peu âgé, donc du coup, j'y suis pas restée très longtemps. Et à ce moment-là, il a fallu que quelques jours en fait pour qu'il retrouve ma trace et qu'il y ait ce dernier acte de violence. Donc je suis retournée à la gendarmerie et ce dernier acte de violence, il y avait déjà une modernisation en fait qui s'était faite au sein du commissariat, puisqu'on m'a orientée directement en me disant l'aide-soignante qui s'occupe de ça n'est pas présente, l'assistante sociale pardon, n'est pas présente, mais je vous donne la carte d'une association, puisque c'était un dimanche, qui ouvrira, et je vous invite vraiment à aller voir cette association qui a tout un encadrement, un accueil avec un juriste pour les premiers soins, si j'ose dire, suite à une violence. Un acte de violence subi. Donc j'ai été, alors pas le lundi, parce que c'était compliqué pour moi, j'ai encore erré un petit peu, puis lorsque j'y suis allée, j'ai rencontré donc un juriste qui m'a expliqué quels étaient mes droits, qui a dû me le répéter beaucoup, parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle me disait. Et du coup, elle m'a parlé de l'association, voilà, donc après, progressivement, je suis partie frapper dans cette association et j'ai rencontré donc Mathilde qui va être l'éducatrice qui va presque me sauver de tout ça. Cette association m'a mise à l'abri et cette éducatrice était très impliquée dans ce qu'on appelle la participation des personnes accompagnées, des personnes accueillies. C'est une pratique, une activité bénévole qui fait participer les personnes qui vivent des situations comme moi ou similaires en fait à participer à des travaux au niveau national. On va en revenir quand même un petit peu dessus, mais avant ça, donc grâce à cette association, tu as pu avoir un logement du coup ? J'ai été mise en sécurité dans un abri sécurisé, sans adresse, dans un lieu où il y avait à l'intérieur des agents de sécurité, jour et nuit, donc vraiment, vraiment en sécurité, donc ça c'est déjà énorme. Mon fils m'a rejoint, donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté ça, c'est que du coup il est venu avec moi, on est rentrés tous les deux dans ce studio. Et puis j'ai attendu les tribunaux, parce qu'ils ont mis un temps fou avant de prendre la décision. Il y avait ce truc de me dire, tant qu'ils ne reconnaissent pas coupable, en fait, si je sors dehors et qu'ils m'agressent, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va encore faire une plainte, qui va s'ajouter sur les plaintes, et là, du coup, je vais repartir pour 2 ans, pour 3 ans, comment ça va se passer ? Voilà, donc c'était vraiment... il y avait ce poids-là, mais il y avait quand même une mise en sécurité au chaud. Et cette procédure judiciaire, quand est-ce qu'elle s'est terminée et quel a été le jugement rendu ? Alors là, je te dirai pas d'ânerie, mais je crois que pour les plaintes, ça a mis 3 ans, et le divorce, ça a mis... je crois que ça n'a pas mis loin de 4 ans. Il y a eu une condamnation, mais alors il y a eu le jugement, et au moment de la condamnation, en fait, le procureur m'a demandé de sortir et de partir plus tôt pour pouvoir m'éloigner et qu'il ne puisse pas me suivre. Donc il l'a gardé dans le tribunal et ensuite a été annoncée la sanction. Donc je crois que c'était des sursis, je ne sais pas très bien, mais évidemment que ça a été pris au sérieux, qu'il y avait un dossier et qu'il lui a bien spécifié qu'au moindre approche, au moindre appel en fait, même aujourd'hui, même encore aujourd'hui, il y aurait une arrestation immédiate.
Voilà. Mais ce qui m'a le plus soulagée, ce n'est même pas cette condamnation-là, en fait. Ça a été le... Je crois que j'ai mis dans mon ouvrage aussi. Ça a été le papier du divorce. Où il a été condamné, où il a divorce pour faute, de sa part à lui. Et il y avait quelque chose dans cette phrase-là qui me disait « Ah, ils reconnaissent toutes ces années de violence. » Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait dire qu'il y avait divorce pour faute de son côté à lui. Il n'y avait rien d'autre, en fait. Et en fait, le fait qu'il soit appliqué comme ça, ce divorce, là, je me suis effondrée et j'ai dit, ça y est, là, vraiment, je me suis déchargée en me disant, ça y est, là, il est reconnu. Il est reconnu coupable de m'avoir maltraité, de ne pas s'être bien occupé de sa femme et de ne pas avoir respecté sa femme pendant toutes ces années. Et ça, c'était le plus important. C'est là que j'ai pu commencer à faire mon deuil. T'avais moins peur ? Ou c'est resté quand même ? Oh, la peur est restée très longtemps, la peur. Je me rappelle d'un soir, en fait, je me suis assise sur le bord du lit. J'étais donc là où j'habitais avec mon fils. Et je me suis rendu compte que depuis, je sais pas, depuis ma tendre enfance, c'était la première fois que je me couchais sans la peur au ventre. Ça a pris un temps fou. Et même aujourd'hui, regarde, ça fait 12 ans et j'ai les émotions qui remontent avec parce que les souffrances, elles sont toujours là. Ces émotions, elles débordent, mais c'est pas très grave. C'est bien. Parce qu'il y a eu des années, en fait, je les avais plus, tellement je m'étais terrée dans la souffrance. Et que quand ça sort, c'est la meilleure thérapie, c'est de les laisser sortir. Donc, faut pas t'apitoyer, faut pas s'apitoyer sur ces pleurs-là. Il faut les laisser sortir. C'est vraiment, c'est un conseil que je peux donner aux autres, c'est quand ça veut sortir, laisser sortir, peu importe où vous êtes. En fait, c'est la meilleure solution pour que ça s'arrange après, voilà. C'est une belle leçon. Donc, je reviens sur ce moment de l'association. Donc le jugement a été rendu, tu es dans l'association. Et suite à ça, comment tu vas te réinsérer, te reconstruire, te remettre dans la vie active aussi ? Comment ça va se passer ? Je ne sais pas si je suis rentrée dans la vie active en tout ça. En tout cas, mentalement, j'ai maintenu une activité. Et ce qui m'empêchait aussi de sombrer dans l'isolement, hein, parce que je m'isole quand même relativement assez facilement encore aujourd'hui. Et c'était une activité de bénévolat, en fait, qui m'a fait tenir. Je t'avoue que les premières années, je comprenais rien. J'y allais parce qu'il y avait des repas gratuits, j'avais rien à manger. J'étais vraiment, vraiment, ça paraît pas aujourd'hui, mais j'étais vraiment très mince. Et du coup, j'avais faim, quoi. Donc du coup, ces repas, il y avait des viennoiseries, des choses comme ça. Et puis il y avait un groupe que j'avais identifié de personnes qui étaient dans des situations aussi de grande précarité comme moi et qui avaient eu beaucoup de souffrance, ça se voyait dans le regard. Et du coup, je me retrouvais un petit peu dans cette mini-société protégée, tu vois, c'est ce que je me dis aussi dans mon ouvrage, c'est que tu te dis, bon, faut rester chez toi, tourner en rond, attendre le procès, et puis dans ton quotidien, il faut que tu te prennes l'humiliation d'aller au restaurant du cœur, d'aller demander de l'aide, d'aller vers... Tu vois, il y a tout ça qui fait qu'au moins ça me permettait de pouvoir m'échapper, de penser à autre chose et peut-être potentiellement être utile pour les autres. Très vite, j'ai compris que ce que moi je savais de mon expérience, les autres ne le savaient pas forcément en fait. Donc il fallait aussi des personnes qui s'expriment, qui participent en disant non, attention, parce que peut-être que là vous vous trompez, c'est peut-être pas ça que ressentent les femmes, ou en tout cas les personnes victimes de violences, ou peut-être que dans la société c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou le travail social peut-être qu'on pourrait le penser un peu différemment. Enfin voilà, donc ce sont des sujets comme ça. Et c'était quoi ton rôle en tant que bénévole ? C'est exactement, enfin un peu plus précisément. Je représentais, tout au début, j'y allais en tant que personne en situation de précarité. Et donc, je me représentais moi-même par rapport à mon parcours. J'utilisais mon parcours. Des fois, on avait des rendez-vous avec, je sais pas moi, avec des politiques de territoire. Tu vois, ils me disaient, oui, donc, pour accéder à ça, vous faites ci, vous faites ça. Et mon intervenant me disait, mais c'est pas vrai, ça. Nous, ça fait 4 fois qu'on y va, en fait. C'est pas possible, on n'y a pas accès. Ah bon oui, parce que vous nous dites que vous faites ça, mais nous, en fait, en situation de précarité, on n'est pas confrontés à la même chose. Du coup, il y avait une réalité qu'il fallait faire comprendre et on collaborait avec eux pour essayer de fluidifier, d'améliorer, de permettre l'accès aux droits, vraiment, des personnes en situation de précarité, quoi. Et ces activités bénévoles, t'en as fait pendant combien de temps ?
J'en fais encore. Je suis encore en lien avec le Conseil national des personnes accueillies et accompagnées, les conseils régionaux, certains. Là, j'ai déménagé, donc je me suis rapprochée de celui qui fait partie de ma région. Hein. Et puis, je suis encore au sein du Haut Conseil du travail social. Mais maintenant, j'y suis plus en tant que personne accompagnée, mais en tant que personne qualifiée. Je suis encore au sein de la commission d'évaluation du social et du médico-social de la Haute Autorité de Santé, la CSMS. Voilà, donc je fais toujours ça. Je suis toujours sur la place de la personne accompagnée dans la formation, majoritairement en travail social, parce que là, je continuerai à combattre ça en disant qu'il faut absolument que les personnes qui le vivent puissent partager avec les étudiants, pour pas que les étudiants se forment en pensant que les savoirs théoriques et pratiques qui leur sont apportés suffisent pour savoir aborder une situation d'une personne qu'on accueille ou qu'on doit accompagner. C'est très important, ce savoir complémentaire. Et alors, tu me disais que, donc à un moment, tu as déménagé, etc. Au bout de combien de temps t'es partie de cette association pour après retrouver un autre logement ? Alors, très vite. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était très vite, hein, le fait de quitter cette association, puisque Mathilde m'a énormément soutenue en me disant « Mais si, c'est bon, allez, tu vas pouvoir y aller. » Et du coup, c'était au bout de 10 mois, à peu près 10 mois. Donc, elle m'a beaucoup soutenue en me disant que j'avais les capacités pour. J'ai eu quelques étapes à traverser en arrivant dedans, mais le fait est, c'est que je pense qu'elle savait qu'à ce moment-là, en tant que travailleur social, en tant que femme, elle savait plus que moi, elle reconnaissait plus que moi mes capacités à pouvoir retourner vers un logement autonome. Et comme tu te souviens de quand tu as eu les clés de ce logement, d'avoir un logement à toi, qu'est-ce que tu as ressenti après ces 10 mois dans cette association et cette année auparavant où tu n'avais plus de logement ? Je me souviens du jour où je suis rentrée, là tout de suite tu m'en parles, je me souviens de ce jour où j'ai signé le bail, on m'a donné les clés, mais il y avait quelque chose, il y avait un niveau de traumatisme qui était encore très élevé, et du coup il y a une espèce de brouillard. Il y a une espèce de brouillard. L'appartement était vide, je n'avais rien, pas une chaise, pas rien du tout. J'ai fait des poubelles, j'ai fait des encombrants pour aménager mon logement. Je me suis relativement bien débrouillée. J'avais tout bien aménagé, mon fils avait sa chambre et tout, sauf que moi, j'ai dormi pendant des mois sur le balcon. Parce que j'étais incapable de rester dans une pièce enfermée. Enfin, là, il y avait vraiment une grosse étape à passer. Parce qu'à partir du moment où tu sors du CHRS, en fait, tu n'as plus aucun suivi. Tu n'as pas d'aide pour les meubles, ou tu te diriges vers la CAF pour des crédits, ou tu vas chez Emmaüs, des choses comme ça, mais tu dois te débrouiller en fait. Donc ça, c'est aussi une des choses qui fait quand même très peur, hein, de sortir d'un CHRS. Hein. Et plus d'aide psychologique non plus ? Il n'y a pas de suivi particulier ? Non, ça, ce suivi-là, c'est toi qui ça, c'est en dehors, hein, vraiment. Moi, j'en étais déjà à ma deuxième thérapie. Parce que j'étais dans le secteur et que je suis pro-psy. Hein. Je sais qu'on peut pas, qu'il y a besoin d'un soutien d'un psychologue. J'ai surtout, alors j'avais rien contre, mais j'ai rencontré une psychologue extraordinaire au centre antidouleur. Parce qu'avec la rééducation, en fait, il y avait cette douleur physique, cette blessure physique, mais très vite, elle a cerné qu'il y avait des douleurs psychologiques qui s'entremêlaient dans tout ça et qu'il fallait essayer de tout poser et de travailler dessus aussi. Sinon, si le physique et le mental ne se soignent pas en même temps, il y a peu de chances de réussite, quoi. Et donc, oui, je suis tombée sur une psychologue voilà, qui elle, la première qui, comme j'étais dans le mutisme, je ne parlais pas, m'a proposé d'écrire. Et c'est ce qui a produit mon livre, puisque j'ai repris tous ces journaux intimes que j'avais écrits au quotidien, et je lui donnais, elle les lisait. Voilà. Et c'est ces thérapies, plus tes activités bénévoles, tu dirais, qui t'ont aidé à te reconstruire ? Et mes enfants. Mes enfants, mes petits-enfants, c'est quelque chose qui... T'es obligé de retrouver tes repères. T'es obligé. En tout cas, moi, je l'étais. Ça m'a permis de retrouver mes repères. Tu peux pas... Quand tu es face à un de tes petits-enfants qui est tout jeune, en fait, il y a quelque chose qui... c'est plus toi la victime, c'est plus toi qui est en train de souffrir. Tu as quelque chose de beau qui s'ouvre. Et où tu t'en éloignes, parce que tu sais que tu vas te retrouver confronté à... Tu dois choisir à ce moment-là. Et moi, j'avais un lien déjà tellement fort avec mes enfants que ça n'a pas été très compliqué
me raccrocher, voilà. Donc tu occupes ces activités bénévoles et au bout de combien de temps est-ce que tu te réinsères dans le monde professionnel et comment ça s'est passé? Il y avait une reconstruction personnelle en tant que femme, en tant que citoyenne qui se faisait en parallèle. Et en effet, la vie professionnelle s'est très vite imposée à moi parce que j'avais toujours travaillé. Et même si je touchais une allocation adulte handicapé, j'avais ce besoin de travailler. Je sais pas, il y a des personnes qui en ont besoin plus que d'autres, probablement, je ne sais pas. Peut-être d'être utile, ou enfin, je ne sais pas. Le fait est, c'est qu'il fallait que je retravaille. Et il y avait quand même... c'était un peu... on me poussait absolument pas à retravailler. On m'encourageait même pas à retourner au travail. Hein. Que ce soit la médecine du travail, que ce soit des gens qui m'accompagnaient, en fait, en me disant, mais tu peux pas reprendre un boulot comme ça. Le fait est, c'est que oui, c'est vrai, il fallait que j'écoute aussi mon handicap et mes difficultés et mon état psychologique, hein, qui fait que je ne pouvais pas retourner à mes anciens métiers. J'en étais pas capable. Je me serais mise en danger moi-même et probablement les personnes que j'accompagnais. Donc du coup, j'avais plus qu'une chose à faire, c'était, puisque ça faisait 6 ans, je crois, que j'étais dans toutes ces instances de représentation, voilà, où ça parlait des politiques budgétaires des CHRS, à l'accès à la santé des personnes à la rue, enfin plein de sujets comme ça. Et un sujet va rentrer dans ma vie qui s'appelle la pérédance. Et je vais très vite découvrir que cette pérédance, en fait, j'ai toujours pratiqué, ça fait partie de moi. Et que à la rue, ce que j'explique aussi dans mon ouvrage, c'est que souvent se forment des groupes de pairs. Donc là, on était un groupe de femmes. En fait, entre nous, on s'entraidait. Quand l'une trouvait un endroit pour aller se doucher en sécurité, on y allait en groupe. Et du coup, on surveillait, on guettait les portes, tout ça entre nous pour pouvoir être en sécurité. Donc ça, c'était vraiment une entraide entre pairs, puisque la pérédance, c'est quelqu'un qui traverse une situation similaire à la tienne. Donc pas identique, ça n'existe pas, mais similaire. Donc c'est quand tu es à la rue par exemple et que tu aides ou tu te soutiens avec d'autres personnes qui sont à la rue, et ben là c'est une forme de pérédance. Et donc dans le monde professionnel, comment ça se traduit cette pérédance? Dans le monde professionnel à cette époque-là, ça n'existait absolument pas. Nous étions quelques-uns à ouvrir les portes de ce sujet, qui était déjà très abordé au niveau de la santé. Au niveau du médico-social et de la santé, ça existait déjà. Hein, je ne vais pas te faire un cours là-dessus aujourd'hui, mais ça existait déjà depuis pas mal d'années. Mais dans le social, en fait, par exemple dans les lieux comme les centres d'hébergement, les CCAS ou les organisations locales, ça n'existait pas, ni dans les entreprises. Dans les établissements sociaux, médico-sociaux, non plus. Hein. Le terme de travailleur pair n'existait pas. Donc toi, ton travail, ça a été de mettre en place ce système de pérédance, de le démocratiser? Déjà, quand j'ai découvert ce terme, j'ai voulu savoir en fait. Donc j'ai participé à plein d'autres rencontres, hein, même internationales, hein, sur le sujet, où j'ai rencontré des experts du vécu en Belgique, plein de façons de pratiquer la pérédance en international dans d'autres pays qui n'avaient pas le même terme, mais qui étaient fondamentalement la même action en fait. Hein. Ce sont des compétences acquises d'une expérience de vie et non, c'est-à-dire que tu n'es pas passé par les études, tu n'as pas pratiqué ce métier, hein, par exemple agent d'accueil, mais de ton expérience à toi en tant que personne qui a été hébergée, tu peux être agent d'accueil en abordant ce métier d'une autre façon. Parce que comme tu l'as vécu, tu vas parfois être... voilà, apporter un plus à ce métier. Et une fois que j'avais toutes ces informations-là, j'avais rencontré tout le monde, je me suis dit, il faut que moi j'expérimente par moi-même, parce que je pense que c'est pour ça que je suis toujours dans le pôle recherche en travail social à l'IRTS Parmentier aujourd'hui, c'est que je dois comprendre, je dois expérimenter avant de parler de quelque chose, je dois avoir eu un petit peu tous les aspects. Donc je l'avais vécu en tant que personne, le niveau théorique, j'en avais quand même une bonne base, et du coup, il fallait que je le pratique en tant que métier dans un monde salarié. Donc il a fallu que je motive pas mal de monde, enfin d'organisations pour m'aider pour accepter de me faire reprendre un emploi. Donc on me proposait de reprendre un contrat aidé, sur un contrat aidé, pour voir si physiquement, psychologiquement ça pouvait tenir. Et donc j'ai eu l'opportunité de tomber sur le job de coordinatrice d'une de ces instances de participation pour les personnes en situation de précarité dans lequel je faisais du bénévolat. J'ai pu exercer coordinatrice pair
sur une première année de contrat aidé. Donc c'est-à-dire que vous travaillez en duo à ce moment-là, peut-être des personnes qui ont été dans la même situation que toi, comment ça s'organise une fois que tu es coordinatrice avec le système de la paire aidance? Alors, j'ai été donc bénévole, volontaire dans ces instances de participation, donc le CNPA, le CRPA. Au CNPA, je me suis retrouvée élue déléguée nationale, donc représentante nationale des personnes en situation de précarité de cette instance, donc avec des mandats interministériels. Et donc, quand j'ai quitté cette fonction déléguée, j'ai fait coordinatrice paire. Donc, coordinatrice paire, ça veut dire que je suis paire, c'est-à-dire que je suis les délégués. Nous sommes entre pairs, parce que j'ai été déléguée d'une instance de participation et eux, du coup, je les accompagne dans ce job-là. Donc, je suis coordinatrice paire, puisque j'ai été moi-même déléguée dans cette même instance. Du coup, je coordonne avec principalement mon savoir expérientiel. Et du coup, il me fallait là, sur le coup, même si j'avais la théorie et le vécu, il me fallait reprendre ce qu'on appelle le côté pratique professionnel, le monde professionnel. Ce qui n'a pas été une mince affaire. Pourquoi? Explique-moi. Quand on a un parcours d'exclusion comme ça, re-rentrer, comme on dit, dans les ordres, c'est un peu compliqué. C'est un monde qui est complètement... c'est un monde parallèle. C'est un monde parallèle qui est avec ses propres modes de fonctionnement, de survie. Et quand tu arrives dans un monde professionnel comme ça, en fait, tu sais ce qui se passe dehors, en fait. Tu sais la souffrance qu'il y a, l'urgence qu'il y a de traiter les choses, en fait. Et c'est comme quand je me suis retrouvée en politique à un moment où je me suis dit, mais quand j'ai compris en sortant de cette rencontre interministérielle que j'allais rien changer aujourd'hui, en fait, et qu'il fallait que j'ai de la patience, parce que ça allait prendre des années, il faut prendre sur toi. Parce que quand tu sors et que tu rencontres une dame qui est à la rue avec 2 enfants, un autre monsieur qui marche avec des escarres aux pieds depuis des années, qui n'a pas accès aux soins, des choses comme ça, en fait, tu te dis, mais arrêtez de blablater, faut se dépêcher, faut faire quelque chose. Donc j'étais vraiment dans cette dynamique à cette époque-là, donc vraiment dans ce combat-là. Et coordinatrice, quand tu étais coordinatrice, c'était quoi un peu tes missions, si tu devais me les expliquer de façon simplifiée? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien? Quand j'étais coordinatrice paix, en fait, c'était relancer l'instance de participation, retrouver des nouveaux délégués, donc informer dessus, sensibiliser, rapatrier des nouveaux délégués, et puis les former et les préparer pour leur représentation dans les instances régionales. Et je reviens donc sur ce côté retour dans la vie professionnelle. Parmi les choses du coup qui sont revenues, c'est avoir un salaire. T'en parles un petit peu dans ton livre de cette gestion de l'argent, que ça t'a pris du temps. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà quand tu as reçu ton premier salaire, si tu te souviens un petit peu de ce que tu as ressenti et comment tu as fait pour réapprendre à gérer ton argent? Les premiers salaires, c'est la relation à l'argent, elle est différente, elle est vraiment différente. Quand tu as vécu dans la grande précarité sans aucun sou, puisque le temps que je puisse avoir une adresse, c'est-à-dire que tu ne peux toucher aucune aide sociale tant que tu n'as pas une adresse. Donc le temps que je rentre en CHRS, tout ça, j'avais pas d'adresse, donc je ne touchais aucun revenu. J'ai vécu sans aucun revenu. Donc il fallait que je me débrouille avec ce que j'avais, des combines. Et donc au moment où j'ai récupéré mon fils, que je suis rentrée en CHRS, donc tout ça s'est remis en place tranquillement. Et puis le salaire, je ne sais pas bien comment t'expliquer ça, mais il y avait quelque chose de l'ordre. En fait, j'avais besoin de retravailler, pas forcément pour un salaire. Parce que quand tu as l'AAH dans ce pays, tu as cette chance d'avoir quand même un revenu qui te permet de vivre avec le minimum. Et quand tu as vécu avec rien, l'AAH te suffit. Ce salaire est arrivé... déjà, au début, c'était en contrat aidé. Donc, c'était une plus petite somme. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une petite somme à gérer, en plus d'une allocation... Enfin, voilà, j'ai déjà recommencé à gérer à ce moment-là mes finances. Et comme j'étais dans mon propre logement avec mon fils, ça allait très vite. On a racheté ce qui nous manquait, frigidaire, gazinière. Donc là, c'est parti très vite. Et à l'étape du salaire, comme tu dis, celui qui est arrivé après, puisque j'ai fait 1 an coordinatrice paire, et puis j'ai renquillé un peu plus tard en tant que coordinatrice paire mes salariés au sein de la Fondation d'Armée du Salut, un déporteur national. Et ensuite, je suis rentrée à l'IRTS
Paris Parmentier, Institut régional de travail social. Donc c'était un centre qui forme les métiers du travail social. C'est vraiment la deuxième partie avec le salaire où vraiment j'avais un contrat de travail, donc on ne m'avait pas donné plus de 21 heures par semaine, ce que je suis encore aujourd'hui. On considère que 21 heures par semaine, physiquement et mentalement, c'est quasiment mon max en capacité de gestion émotionnelle et de fatigue. Donc c'était quand même un salaire honorable, hein, mais voilà, pas trop exorbitant. Donc ça permettait aussi de se dire, ok, t'as l'impression que tu ne le mérites pas. Tu te demandes déjà ce que ça vient faire là, tu te dis, mais ça vaut pas ce que je fais. Parce que quand j'ai participé, en fait, j'ai donné des milliers d'heures en fait, où j'ai jamais été rémunérée. Et là, je touche un salaire alors que je fais 3 fois moins que ce que j'ai fait bénévolement. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui s'amorce comme ça. Et tu sais pas quoi en faire, en fait. Donc, du coup, tu t'achètes pour tout le monde. Tu dis, bon, alors, mes enfants, est-ce qu'ils ont des vêtements? Il y a un truc comme ça qui est pas forcément... Et tu stockes. Tu dis, il pourrait y avoir la guerre. J'ai gardé encore un peu ça quand même. Hein. J'ai quand même tendance à... J'ai un sous-sol qui est bien rempli, hein, quand même. Mais du coup, voilà, faut que tu réapprennes, quoi. Mais il est presque trop. Tu sais pas forcément quoi en faire. Et tu as une envie de tout dépenser, ou est-ce que tu épargnes quand tu dis tu stockes en achetant des choses, ou tu stockes aussi en gardant sur ton compte en cas de problème? Alors ça, c'est pas tout de suite. Hein. C'est après, justement, je crois que je le dis aussi dans mon ouvrage, je me suis dit, oh, mais en fait, je suis pas obligée d'utiliser. Et du coup, je me suis dit, je peux ouvrir un compte à mes petits-enfants avec, je peux stocker ci, je peux stocker ça. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à gérer un peu différemment. Mais c'est pas seulement le salaire, c'était aussi une étape de reconstruction dans ma vie où j'étais dans la capacité de le faire. Parce que t'es pas à côté de la plaque, mais t'es souvent absente, t'as encore du mal à te concentrer sur les choses. C'est tout un processus de reconstruction en parallèle quand ce salaire arrive. Et retrouver et te réadapter à un rythme de travail, ça a été comment ça a été? J'ai pas encore réussi à retrouver un rythme de travail. C'est vraiment mon employeur, ma boîte, qui m'aide à pouvoir. Aujourd'hui, ça va. Maintenant, ça va. Donc, je suis en majorité au télétravail parce qu'il y a aussi le handicap. Donc, du coup, là, il y a plein de choses qui ont été mises en place avec la médecine du travail aussi, et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai trouvé quand même un équilibre. C'est une forme d'équilibre, hein, parce qu'au niveau des tâches professionnelles, ça s'est fait tout de suite. Avant qu'on parle d'aujourd'hui, j'aborde juste une question. Tu me disais que quand tu avais décidé de reprendre un travail, tu ne l'avais pas fait pour l'argent. Tu l'as fait pour le sens, pour retrouver un sens à ta vie. C'est comme ça que tu le considérerais? J'ai l'impression que travailler, le volontariat, le bénévolat a ses bienfaits, mais il est très limité, en fait, il n'est pas forcément reconnu. Que là, le fait d'avoir un contrat... Aujourd'hui, dans une société, quand tu te présentes, tu vas dire ton nom et ton prénom et ta profession. Et c'est une identité, je pense que j'ai aussi été construite comme ça, je suis de cette génération aussi, où avoir un emploi te donne une place dans la société. Aujourd'hui, c'est moindre, aujourd'hui, tu peux être reconnu différemment, mais je pense que... Puis j'avais besoin cérébralement, j'avais besoin physiquement de faire partie de quelque chose de formel. Voilà. Et le social, ça a jamais été, ça a toujours été, naturel. Pour toi, c'était obligatoire d'aller là-dedans. Ah ouais, je crois, ouais. Je crois que c'était pas, ça datait d'il y avait trop longtemps, quoi. C'est ça, mes engagements associatifs. Parce que plusieurs facteurs. Souvent, je me suis posé la question comment ça se fait que moi je suis sortie et qu'il y a encore plein d'autres collègues à moi qui étaient encore à la rue et qui refusaient des propositions ou qui n'arrivaient pas à passer le cap ou qui n'arrivent pas. Tu te dis que c'est tout ce qui s'est passé avant qui fait celle que tu es aujourd'hui. Et j'ai toujours été très très engagée dans les associations avant aussi. Aujourd'hui alors, qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle actuellement? Comment tu t'occupes? Aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, j'ai fini par atterrir dans la recherche. J'y suis bien ancrée et ça me correspond tout à fait, puisque j'aime aller chercher, aller creuser, aller me renseigner et retransmettre.
On dirait ça existe, il existe ça, on peut mettre ça, on peut essayer de mettre ça en place. Ça marche ou ça marche pas dans tel pays, de telle façon. Là, je suis sur la co-formation, donc vraiment l'intégration de la personne accompagnée et du savoir expérientiel dans les formations des travailleurs sociaux, pour qu'ils partagent avec eux, au-delà du témoignage, qu'ils utilisent vraiment ce parcours de vie pour co-construire avec eux leur formation. Et en quoi ça te plaît ? C'est alors la partie recherche, ça me plaît parce que on n'arrête pas d'apprendre. On apprend tout le temps et puis il y a toujours quelque chose à chercher quand on veut essayer de démontrer pour soutenir un projet. C'est très important de passer par une recherche parce que c'est vraiment c'est pas toi qui dis qu'il faut le faire. C'est tout ce que tu as recensé en preuve scientifique qui te dit, vous voyez, d'après tout ça, en fait, il faut vraiment essayer ou comme ci ou comme ça d'intégrer ou la personne accompagnée ou d'autres sujets comme ça, la pérédance. Voilà. Donc j'aime ce côté recherche, mais principalement j'aime beaucoup chercher sur ces sujets-là. Puis j'interviens aussi ce qu'on appelle sur la partie pédagogique dans cette école de formation. Et en fait, je rencontre des étudiants. Donc j'ai eu une expérience qui s'est faite avec des éducateurs spécialisés. Et cette rencontre avec les étudiants, elle est pure, parce qu'ils sont à la demande de comprendre parfois certaines situations. Parce qu'ils ont cet apport, ils ont vraiment, comme je te disais, cet apport théorique. Donc on va leur apporter les textes de loi, les documents nécessaires, les définitions. Et puis tu as la partie pratique. Donc dans tout leur cursus de formation, ils rencontrent des professionnels de terrain. Eux-mêmes, à travers leur stage, s'alimentent, utilisent leurs compétences et s'alimentent d'autres compétences dans la praticité pendant leur stage. Et la partie rencontre avec la personne directement concernée, elle se fait que très peu. Au début, j'étais très surprise, moi, de voir certains passer certains diplômes spécifiques sur l'accueil d'urgence, des choses comme ça, sans avoir même, une fois sorti diplômé, avoir rencontré des personnes en situation de grande précarité. Et moi, je pense qu'on peut, sincèrement, je suis persuadée qu'on peut préparer ces futurs professionnels bien en amont, en mettant en place des rencontres avec ces personnes qui vont accompagner, pour débattre, pour se confronter aussi parfois à mais je vais avoir un niveau 6, un grade de licence, moi je sais, c'est moi qui sais, ben non, c'est pas toi qui sais. On sait ensemble, en fait, on avance ensemble. Et du coup, c'est aussi casser ce truc-là qu'on a aussi formé pendant des années en disant c'est toi qui es professionnel, c'est toi qui sais. C'est toi qui décides, en fait. Ça a beaucoup été comme ça. C'est dans le travail social. Hein. Je suis sortie progressivement de cette place de personne, cette femme victime de violence, cette personne accompagnée, vers une professionnelle. Je me suis reprofessionnalisée sur des choses. Et puis, c'est mon parcours de vie, c'est l'état dans lequel je suis aujourd'hui qui permet ça aussi. Et justement, ce côté d'avoir un peu bouclé la boucle, c'est-à-dire que tu as été une personne accompagnée et qu'aujourd'hui tu aides les personnes qui ont été dans le même cas que toi, comment tu le vis ça ? Enfin, est-ce que c'est une fierté pour toi ? Est-ce que t'en es fière de réussir à aider ceux qui pouvaient être qui sont dans la même situation que tu as été ? C'est pas comme ça que je formaliserai pas le fait d'aider ceux qui sont encore dans la précarité. J'essaye de leur ouvrir la place. Là, dans les instances où je suis, j'ai pris du recul. Je suis, alors certains me disent experte, moi je me vois absolument pas comme une experte, mais je suis un peu quand on me dit oui, tiens, il faudrait que tu interviennes parce qu'il faut un colloque là-dessus, je dis, mais c'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai été à la rue, je ne suis pas à la rue. Si tu veux quelqu'un pour te parler de ça avec les émotions, avec ce qui subit aujourd'hui, l'actualité de ce qui subit à la rue, il faut que tu trouves quelqu'un ou qui y vit ou qui en est sorti il y a peu de temps. Je ne suis plus légitime pour ça, en fait. Je participe à des choses, mais pas en direct. Je ne peux pas travailler avec des femmes victimes de violences, je ne peux plus travailler avec des femmes à la rue, je peux plus... Parce que c'est très étrange, c'est quand tu es dans le bain, tu y es, et puis quand tu commences à te reconstruire, la souffrance est telle, tu es obligé de te confronter à ta réalité, en fait, à tes souffrances. Tu ne peux plus les taire, et du coup, dès que tu es dans ces situations-là, tu as des transferts qui se font... voilà. Et donc ton combat aujourd'hui, c'est ça, c'est de pousser les personnes qui travaillent dans le milieu social à aller voir
les principaux concernés à prendre leur avis. C'est ça ton combat aujourd'hui? Exactement. Alors combat, c'est un grand mot parce que le combat, je l'ai eu fait. J'étais beaucoup plus virulente. Aujourd'hui, je me suis beaucoup calmée. Aujourd'hui, je suis vraiment je maintiens cet intérêt et j'utilise ce que j'ai acquis et les places que j'ai pour continuer à affirmer cette pratique. N'oubliez pas les personnes concernées. Est-ce que vous avez contacté le CNPA là-dessus? Est-ce que vous avez... Parce que pour moi, c'est primordial. C'est justement ces combats que j'ai menés ne s'éteindront jamais. Je resterai toujours... j'ai beau faire partie d'un groupe de professionnels ou d'hommes politiques ou de personnes politiques. En fait, je reste toujours sur le truc. Mais vous avez demandé aux personnes concernées ce qu'elles en pensaient. Et dernière question, plus généralement dans ta vie, comment ça va aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. J'ai dû déconstruire un tas de trucs, j'ai dû reconstruire, j'ai eu des passages extrêmement difficiles. Il y a même une fois, je m'étais dit, là ça fait 12 ans, je commence à peu près à voir la lumière à la sortie du tunnel. Et je me dis, mais quand j'étais dans mon duvet, si j'avais su ça, je ne sais pas si j'en serais sortie. Tellement c'était difficile. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Je me suis construit. Alors, on parle de résilience, de choses comme ça. Pour moi, ça, c'est des grands mots. Mais en tout cas, j'ai mis de côté ce qu'il fallait que je mette de côté. Et j'essaye de jongler. J'ai des passages très difficiles. Hein. J'ai des passages encore avec des pics de dépression. Et du coup, des troubles de mémoire associés. Enfin, voilà, des passages comme ça. Mais ils sont vraiment... aujourd'hui, ils sont moindres. Et j'ai appris à ne plus... le grand pas, c'est d'apprendre à ne plus se sentir coupable d'être victime. Ça, c'est primordial. C'est primordial. Parce que quand tu subis quand tu acceptes les violences, non seulement tu te prends les violences de l'autre, mais en plus, toi, tu te crées des violences perpétuellement. Tu te dis, mais c'est parce que tu es sale, mais c'est parce que en fait, t'es pas bien, c'est parce que tu ne mérites pas, c'est parce que... Et c'est perpétuellement comme ça, en fait. Tu te flagelles perpétuellement, donc du coup, ça prend un engrenage. Parce que quand on sort de ça, alors je sais pas pour les autres, mais moi, ça fait 12 ans, et je crois que jusqu'à la fin, je me demanderai comment ça se fait que je suis restée 27 ans. Et donc, tu te sens coupable d'être victime. Tu te dis, mais... c'est de ma faute en fait. Si tu demandes de l'aide, en fait, tu es incapable. Si tu es tout le temps rabaissé en fait, ce qui fait que tu es coupable d'être victime en fait. C'est toi, c'est ta faute. C'est ta faute en fait, tu es victime et tu es coupable. Hein. Tu es resté, tu as accepté. Et puis de toute façon, tu mérites peut-être pas mieux. Donc te reconstruire, c'est aussi te dire que tu as le droit. C'est rencontrer des personnes qui te disent mais tu as le droit. Tu as le droit de faire des expériences. Tu as le droit de sortir des clous tant que tu restes dans tes valeurs, dans les bons mœurs. Tu vois, tu as le droit de dire non, ça je veux pas. Si, ça j'ai envie. Et si j'ai envie de le faire tout de suite, je le fais tout de suite. Le droit qu'a un être humain, tu vois, d'exister. Donc j'ai dû réapprendre à exister autrement avec le soutien d'un nouveau mari. C'est aussi ces engagements-là sont importants pour moi. Et puis, ça ne s'est pas fait tout de suite, hein, mais voilà, le fait est, c'est qu'il y a eu un remariage et ça a fait partie de ma reconstruction aussi.